Hello les amis, Elsa pour la page Carpe Diem, approche holistique de l'être aimant et la chaîne YouTube Holistic Coaching Elsa Toubol. C'est une vidéo aujourd'hui qui nous permet de faire un tour dans l'environnement de la révolution cognitive. Je vais vous exposer trois parties qui finalement n'en font qu'une. Tout d'abord le paysage et l'environnement culturel, ce que cela induit en termes de perception concernant notre perception de l'environnement que nous avons. Ensuite, je mettrai un petit peu l'accent sur les mots, leur importance depuis la création du langage et depuis que ce merveilleux moyen de communication existe en termes de perception toujours et d'émission et les règles limitantes, les règles bidons qui ne sont pas des règles absolues mais qui sont perçues comme des règles absolues faisant partie du paysage culturel et de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans des mondes culturels différents en fonction de notre ethnie, de nos origines, de notre culture et de notre langue. Mais on peut séparer déjà le monde en deux parties distinctes au-delà des ethnies et des origines géographiques. Nous avons d'une part le monde physique, par exemple, prenez un verre d'eau. C'est du verre, il est cassable, l'eau, vous pouvez la boire. C'est un contenant, ceci est une vérité physique, c'est une vérité absolue. Elle est donc irrévocable. Une vérité relative, ce serait ce qui est vrai dans notre esprit, c'est-à-dire un type de vérité qui diffère d'une culture à l'autre, d'une perspective à l'autre, et d'une génération à l'autre, puisque, on le sait, en transmettant, souvent, on transforme. Il y a des gens qui viennent pour bouger les lignes et pour transformer, et c'est ce que je vous invite à travers mes vidéos à faire chaque jour un petit peu plus. Donc cette vérité relative est cependant bien souvent considérée comme une vérité absolue, autrement dit comme une vérité de physique. C'est pour cela qu'en général, chacun établit sa vie selon ce que la société attend de lui, de cette place à établir, de son propre chemin de vie. En fait, si on se penche quelques instants sur l'histoire de notre espèce et qu'on se demande comment on en est arrivé là, en remontant à l'origine de notre existence, donc l'existence de l'humanité, il est clair que notre espèce n'est pas très ancienne. Par exemple, il y a 200 000 ans, nous étions aux alentours de 10 000 êtres humains sur toute la planète, parcourant la planète avec pour point de départ, entre autres, parmi les croyances, l'Afrique, et traversant les plaines à une vitesse relativement lente, mais se dispersant au fil des déplacements et créant ainsi des tribus différentes, avec des cultures différentes qui se sont instaurées au fil des années, etc. Si l'on remonte un petit peu plus loin encore, nous remarquons que l'Homo sapiens n'a pas été le seul singe intelligent à marcher sur la planète. Parce que selon Yuval Harari, il y avait 5 types de singes intelligents en tout, dont l'Homo sapiens, l'Homo neanderthalensis, l'Homo erectus, l'Homo florensis et l'Homo habilis. C'étaient tous des singes intelligents capables de se rester sur leurs pattes arrière. Et Yuval Harari a écrit un livre qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et dans cet ouvrage, il interroge comme ceci: pourquoi l'Homo sapiens a fini par dominer les autres espèces de singes intelligentes. Et ce qui a fait la différence résidera simplement en une seule chose, c'est la communication. En fait, le cerveau de l'Homo sapiens était capable d'instaurer un langage. Le langage est alors en voie d'expansion et façonne la vie des singes à travers le monde. Le fait de pouvoir communiquer, comme par exemple en cas de danger, nous donna un moyen de préserver l'espèce des prédateurs en avertissant un autre singe, nos semblables. Donc le langage a également permis la compilation d'idées, mais aussi a abouti sur une forme de transmission de génération en génération, comme pour l'élaboration du feu par exemple. Voilà d'où nous venons, comment aujourd'hui nous avons cette capacité à travers le monde, avec divers langages, à échanger des idées relatives ou absolues,
permettant la reconnexion à cette conscience collective dont nous sommes partie intégrante. Le langage nous permettra aussi de créer des pensées qui façonneront notre monde. Nous nous servons de langage pour établir des idées abstraites, par exemple la compassion, l'amour, Dieu, mais aussi le travail et la pleine conscience. Ces idées diffèrent toutes d'une personne à l'autre. Elles existent dans notre esprit en tant que constitution et construction mentale définie par le langage, qui est le langage du coup, s'impose comme une structure architecturale, une base. Chaque culture ou presque a une langue distincte et va exprimer ses émotions de façon différente, puisque les mots sont différents, avec plus ou moins de vocabulaire. Par exemple, dans la culture tahitienne, le mot tristesse n'existe pas. Ce qui s'en approcherait le plus dans leur langage, ce serait l'expression d'un type de fatigue ressentie lorsque vous avez une grippe. Donc, nous ne sommes pas dans l'expression de la tristesse puisque ce mot n'existe pas. La perception en est donc tronquée par rapport à la nôtre en français, entre autres. Le langage donc permet d'avoir des constructions mentales dans nos vies, même si nous n'en avons pas réellement conscience au quotidien. On en oublie donc les détails. Nous pensons que ces constructions sont réelles et nous fonctionnons comme si elles étaient vraiment des pensées, des vérités absolues, c'est-à-dire inchangeables, non modifiables. Mais beaucoup de ces fameuses vérités sont absolument inventées. Steve Jobs disait, lorsque vous grandissez, on a tendance à vous dire que le monde est tel qu'il est et que vous ne pouvez vivre que la vie que ce monde vous offre. Il ne faut pas trop sortir du moule ni du cadre. Vous êtes d'accord avec moi? Il disait aussi, avoir une bonne vie de famille, c'est important, s'amuser, mettre de l'argent de côté, mais ça, c'est une vision très limitée de la vie. La vie, c'est beaucoup plus que ce cadre-là, que ce moule prédéfini. Et dès lors que vous découvrez le simple fait que tout ce qui est autour de vous, que vous appelez la vie, a été inventé par des gens qui n'étaient pas forcément plus intelligents que vous, vous comprenez à quel point vous pouvez faire changer les choses, influencer votre vie. Vous pouvez créer vous aussi des choses que les autres pourront utiliser ensuite. Quand vous ouvrez cette porte de votre conscience, vous n'êtes plus jamais la même personne. Steve Jobs avait raison. La recherche démontre que depuis des millénaires, le fait est que le langage nous affecte d'une manière très mystérieuse. Petite parenthèse, les rishis recevaient les enseignements ayurvédiques par transmission orale uniquement, en conscience totale du pouvoir vibratoire de chaque mot. Je referme la parenthèse. Ceci étant, d'autre part, tout à l'heure, nous avons vu que les Tahitiens n'avaient pas de mots correspondant à la tristesse. Eh bien, il existe une tribu de Namibie, appelée les Himba, qui n'a pas de mots pour définir ou décrire la couleur bleue. Ils ont une façon d'utiliser le langage qui est unique. Cependant, ils ont 19 mots différents pour décrire le vert. C'est assez paradoxal. De fait, ne pas avoir de mots pour définir le bleu fait que leur mental ne le voit pas. Il en fait comme abstraction. Il n'est pas dans leur programmation, ok? Or, pour nous, les nuances seront multiples du bleu pâle au bleu indigo. Cependant, le bleu, même dans les cultures anciennes, comme par exemple dans l'Iliade de Homère, la mer n'est jamais décrite comme bleue. Elle est décrite comme la mer de vin rouge. Dans les textes chinois anciens, la couleur bleue n'y est jamais mentionnée. Jamais. Le langage façonne notre façon de voir et de percevoir le monde. Dans tous les cas, chaque langue donne une perception différente de la même couleur bleue. Par exemple, en russe, il n'y a que 2 mots pour décrire le bleu. Du coup, les Russes sont plus aptes à décrire du bleu qu'un Anglais, pour qui le bleu sera bleu. Je vous laisse en déduire ô combien nous pourrions les noyer avec notre multitude de bleus, le bleu pâle, le bleu ciel, l'azur, le turquoise, le ciruléen, le roi, le bleu clin, le bleu indigo. Et du coup, les questions qui devraient secouer les lignes, ce serait: peut-on voir ou percevoir quelque chose si nous n'avons pas de mots pour le décrire? Notre question serait: si vous créez un mot pour décrire quelque chose, pouvez-vous mieux la voir ou la percevoir? Vous l'aurez remarqué,
Si vous me suivez depuis mars 2020, par exemple, avec mes vidéos, j'ai une affection certaine pour la langue des oiseaux, le fait de décomposer les mots, qui pourrait nous limiter quelquefois, et en aidant les gens à avoir de nouveaux mots qui pourraient nous renforcer. Du coup, on revient sur le paysage culturel. Nous avons tous notre paysage culturel. C'est comme un réseau entremêlé de mots, de rituels, de croyances, de cultures qui nous dicte comment fonctionner. Dans un monde aussi complexe et étriqué, par tous ces dictats, nous imitons nos semblables depuis notre plus jeune âge. Tout ça pour donner un sens et une légitimité à cette complexité, à ces règles qui sont complètement limitantes. De la même façon que le poisson qui nage n'est pas conscient de l'eau qui l'entoure, beaucoup d'entre nous sont complètement hermétiques et étanches au fait que nous opérions dans ce paysage culturel et que certaines de ces règles auxquelles nous obéissons, étant supposées nous aider dans la vie, pourraient nous être utiles, mais d'autres sont absurdes, idiotes et totalement perçues comme absolues. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un mot non réglementé pour ce genre de règles. Il n'est pas de moi, mais j'y adhère vraiment. On appelle ça une règle bidon. Dès l'intégration du concept, vous verrez que vous allez commencer à les percevoir un peu plus facilement. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas depuis longtemps pour certains d'entre nous. La question à se poser à soi-même devrait être alors quelles sont les règles qui me retiennent? Ou encore, quelles sont les règles bidons auxquelles vous faites face mais qui vous entravent? J'en ai encore une. Quelles sont les règles qui vous limitent réellement? Quelles sont les règles qui vous interdisent et vous empêchent littéralement de vous exprimer librement et de vivre la vie dont vous rêvez? Posez-vous ces questions. Déterminez ces règles, notez-les, ça peut toujours servir. Parce que quand on se rend compte que ce ne sont pas des règles absolues, il est temps de les enfreindre. Je reviens sur le poids des mots. N'oubliez jamais l'impact vibratoire de vos mots, parce que dans ces règles, les mots comptent. Ils ne sont pas qu'un simple moyen de communication, mais vraiment un vecteur de vibration. Ils sont porteurs d'émotions, de jugements, d'idées fixes parfois, d'opinions, de pensées fixes, de douleurs du passé. Je vous soumets un exercice. Réfléchissez à quels mots vous imputeriez les limitations de votre vie. Quels mots du type travail, relation, petite amie, mariage, parentalité, des mots comme formel, professionnel, carrière, argent, obligation, occupation. Quelle connotation ont ces mots pour vous? Soyez conscient des sentiments que ces mots provoquent en vous. Qu'est-ce que cela éveille? Parce que c'est une façon fiable d'identifier les règles bidons qui nous soumettent au quotidien. En résumé, petit 1, nous vivons dans un paysage culturel, donc il faut en être conscient pour expanser l'espace de conscience, faire de la place. Deuxièmement, détecter les règles qui nous limitent pour, en cas de non-règle absolue, pouvoir les enfreindre gaiement. Troisièmement, le langage façonne notre environnement direct et notre perception de celui-ci. Donc ça, je pense que vous en étiez déjà conscient avant que je ne débarque. Et quatrièmement, utilisez les mots qui vous renforcent. Voilà les amis, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vous embrasse bien fort. J'espère que le déconfinement, vous le vivez de façon prudente, que vous vous lavez bien les mains, que vous respectez la distanciation sociale, que vous portez des masques. Ça n'empêche pas d'être charmant ou charmante et avenant avec votre prochain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aimer la page Carpe Diem et à partager cette vidéo et à l'adorer. À bientôt. Bye bye.